J'entame une petite série sur Guénon, où je vais essentiellement critiquer sa position. Donc vous êtes prévenus. Je place mon contenu ici, et à chaque fois, je le précise, ce n'est pas un hasard où je place mes vignettes. C'est ici, vous voyez, à l'intersection de la technique et du corps. Voilà, si vous prolongez là, ici, là, vous prolongez l'intersection, on arrive ici. C'est pour ça que je le mets là, c'est pas un hasard. Dans cette vidéo, je vais essentiellement commencer par dire en quoi je suis d'accord avec Guénon. C'est pas une critique gratuite que je veux faire, donc je pense que c'est nécessaire de souligner les points de convergence. Guénon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire que c'est un ésotériste du début du siècle dernier. Donc il a été professeur de philosophie, il a fait des études de mathématiques, on y reviendra dans la prochaine vidéo, et il est surtout connu pour ces deux ouvrages majeurs, qui ne sont pas les seuls, hein, La crise du monde moderne et le règne de la quantité et les signes des temps. Et ma critique démarrera surtout quand je parlerai de ce livre, Les principes du calcul infinitésimal. Donc, Guénon propose ce que j'appelle une spiritualité de droite. Où est-ce que j'ai ça C'est ici. C'est dans la partie cachée. Hop. Voilà, bon. Pour moi, il y a une spiritualité de droite, et je vais faire simple, qui est axée sur la transcendance et la hiérarchie, le sacrifice de soi, qui est souvent contre la modernité, et c'est le cas de Guénon, et qui est pro-famille. Ça, je sais pas si c'était le cas de Guénon. Et puis on a une spiritualité de gauche, qui se caractérise surtout parce qu'elle refuse la hiérarchie. Elle est plutôt orientée vers la communion plutôt que la transcendance, et plutôt matérialiste, donc elle est évidemment contre les inégalités. Donc Guénon, lui, c'est une spiritualité de droite. C'est important de connaître cette distinction. Alors on pourrait les appeler autrement, hein, spiritualité, je sais pas trop, traditionnelle contre spiritualité moderne, peut-être, je sais pas. Enfin, peu importe. Elles ont des affinités avec les partis politiques. Donc lui, il était de droite très clairement. Hein. Là, c'est pas trop le... Enfin si, c'est un peu le sujet, mais indirectement. Donc je vais pas trop insister là-dessus. Et pour résumer, la pensée de Guénon, c'est le monde moderne est l'antithèse du monde traditionnel. Voilà. Et Guénon parle à beaucoup de gens. Alors justement, dans mes pérégrinations spirituelles, on m'a souvent parlé de Guénon. On m'a dit, ouais, faut que tu lises La crise du monde moderne, tu vas voir, ça va trop te parler, tout ça, machin. Et là, justement, sur une des dernières vidéos sur le wokisme, la guerre culturelle, donc quelqu'un m'a répondu, c'est intéressant comment chacun voit la crise du sens depuis son propre domaine, mais la faille est bien plus ancienne que l'ère digitale. Oui, c'est évident. Guénon l'explique très bien dans la crise du monde moderne. Alors là, apparemment, elle traverse 2 millénaires de métaphysique occidentale. Bon, eh bien, déjà, la vidéo sur la salle de sport de Guillaume Guillou incendiée, j'avais démarré par John Vervaeke, qui lui fait remonter la crise du sens à 2500 ans, chez les Grecs. Donc, bon, on est à peu près raccord là-dessus. Alors, je ne sais pas, Guénon, jusqu'où il l'a fait remonter, mais en fait, je vais mettre un petit extrait de la très bonne chaîne 1000 idées de culture générale, qui a fait un très bon résumé de la crise du monde moderne de Guénon. Je vais mettre quelques petits extraits de son résumé pour appuyer mon propos. Et vous dire ce que je pense de cette histoire de quand est-ce que démarre la crise. Et comment je l'aperçois, et pourquoi je suis d'accord sur ce point-là, en tout cas, en grande partie d'accord avec Guénon. Après, dans les prochaines vidéos, de passer à la critique. Donc je vais mettre l'extrait. Nous sommes fin 2025, à l'heure où je vous parle, et Guénon fait un constat comparable il y a presque 100 ans. Un malaise général est perceptible, selon lui, au début du XXe siècle. Mais il ne s'agit pas d'une théorie abstraite. La crise du monde moderne est sensible, palpable dans le quotidien. Le malaise imprègne tous les domaines de l'existence moderne, même si on peine à en identifier la cause précise. Ce sentiment diffus est lié au désordre et à la confusion qui règne partout. Pour Guénon, la politique n'est souvent qu'une illusion de contrôle. Alors là-dessus, je suis 100% d'accord. Hein. Je pense que les politiciens n'ont pas le pouvoir d'influence sur les choses qu'ils prétendent avoir. Elle masque un chaos profond dans la société,
où la pensée véritable est absente. Dans ce chaos dissimulé, des orateurs manient des slogans vides pour hypnotiser les foules. Autre symptôme de la crise du monde moderne, l'agitation perpétuelle. Voilà, je m'arrête là. L'agitation perpétuelle. Ben, en fait, pour moi, c'est pas un symptôme de la modernité, c'est un symptôme de l'accélération. Donc en fait, oui, ça s'agite parce que ça s'accélère. Mais ça, c'est pas nouveau. Donc en fait, pour moi, la crise, si vous vouliez la faire remonter, on peut la faire remonter jusqu'au début de l'univers, ou au début de la vie sur Terre, en fait. C'est le phénomène d'accélération qui est en jeu et qui n'est pas nouveau. Donc effectivement, pour nous, humains, qui vivons dans l'humanité 2.0, c'est-à-dire déjà une humanité accélérée par rapport à l'humanité 1.0, hein. L'humanité 1.0, en gros, pour caricaturer, c'est ce qu'il en reste aujourd'hui, ce sont les aborigènes, ceux qui vivent dans les tribus d'Amazonie. Bon, ben leur rythme de vie n'a rien à voir avec le nôtre. C'est vrai que par rapport à eux, on est ultra agité. Mais ça n'a pas démarré il y a 2000 ans. Ça a démarré il y a 10 000 ans, cette histoire, quand on a commencé la civilisation. Et là, on rentre dans une nouvelle phase. Donc l'humanité 3.0, ce que j'appelle l'ère digitale, où ça se réaccélère encore beaucoup. Alors, en vrai, ici, ça n'a pas cessé de s'accélérer. Depuis le début de la civilisation jusqu'à maintenant, ça a toujours accéléré. Les révolutions industrielles d'il y a 200 ans, c'était encore des coups d'accélérateur. Mais là, on en a encore une autre avec l'ère numérique. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. L'invention de la sexualité par la nature était une accélération à cette époque-là. Une accélération du flux de l'information et une accélération de la complexité. Pardon, je vais trop vite. Je sais pas moi, la thermorégulation, c'est pareil, c'est aussi une nouvelle accélération. La cuisson, c'est encore une autre accélération. Donc, il y en a eu tout du long, et il y en a depuis le début. Et la complexité qui accompagne cette accélération, eh bien, aujourd'hui, elle devient difficile à appréhender pour nous humains. La société qu'on a créée devient trop complexe. D'où ce fameux malaise, qui ne démarre pas avec l'ère digitale, qui existe déjà à l'époque de Guénon. Les connaissances scientifiques commencent à exploser dans tous les sens et ça devient difficile à suivre, difficile à comprendre. Difficile d'en faire quelque chose de concret. On est perdu. D'où ce malaise. Donc, je n'ai pas la même perspective que lui sur ces situations, mais je le rejoins. Et maintenant, on va examiner un peu plus en détail cette histoire du règne de la quantité. Parce que là aussi, je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose. Mais je diffère de lui. Enfin, disons, je rajoute des nuances importantes. C'est-à-dire que lui, il vilifie la quantité. En tout cas, si j'ai bien compris, si j'ai fait un contresens, bon. Moi, je pense qu'il faut la quantité et la qualité. Les deux. Il faut le mariage des deux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. En fait, l'un sans l'autre, ça ne rime à rien. Et ça sera le centre de ma critique plus tard, de ces autres concepts, notamment la tradition primordiale, que je vous l'annonce, hein, je dézinguerai dans les prochaines vidéos. Ceci dit, critiquer la quantité me paraît tout à fait recevable, surtout dans le monde moderne, l'usage qui est fait de la quantité. Et je ne vais pas opposer la quantité ou la modernité à une tradition et une métaphysique ou quelque chose de plus spirituel. En fait, je vais faire l'inverse. Moi, je vais plutôt opposer la quantité, donc le chiffre, aux tripes, à l'instinct, et pas à l'intuition, pas aux choses subtiles, métaphysiques, intellectuelles, tout ce que vous voulez. On pourrait aussi opposer la quantité à ces choses-là. On pourrait opposer, en fait, la raison, on peut l'opposer, le rationnel, pardon, on peut l'opposer au pré-rationnel ou au post-rationnel, ou on appelle ça en général le transrationnel. Mais là, je vais plutôt axer ma critique sur le pré-rationnel. Donc, sur les instincts. Si vous voulez, si je traduis ça en termes freudiens, il y a le ça, le moi et le surmoi. Et là, les chiffres, les statistiques, la bureaucratie sont devenus le surmoi de la société, qui opprime le ça. Le ça, c'est nos instincts. Et on pourrait prendre des tonnes et des tonnes d'exemples. Comme il dit dans l'extrait de Guénon, ça se manifeste un peu partout. Donc je redonne la parole à Guénon quelques instants, et après on va discuter cette histoire de quantité.
La concentration sur la matière et la corruption de la science aboutissent à ce que Guénon appelle le règne de la quantité. Dans tous les domaines, la qualité est sacrifiée à la quantité. Seul ce qui peut se compter, se mesurer, se peser a de la valeur. La science moderne, en particulier, prétend tout quantifier. Elle part du principe que le véritable savoir s'exprime par le chiffre. Mais c'est une erreur selon Guénon. La science moderne oublie que la possibilité de mesurer n'a de sens que par rapport à la matière divisible. Il y a donc toute une dimension de la réalité qui échappe à la science moderne. Or, cet oubli n'est pas anodin. Il rend les hommes esclaves de la matière et de leurs propres besoins. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette tendance dans le monde moderne. À quoi je vais le rattacher? Eh bien, au traitement notamment des animaux. Et c'est pour ça que je disais, je préfère parler d'instinct, de tripes, de biologie, plutôt que de parler de métaphysique, d'initiation. On pourrait, mais je trouve que c'est plus parlant de l'aborder sous cet angle-là. Et en plus, la cause animale m'est chère. Donc là, je vous montre les poulets en batterie. Voilà le règne de la quantité. Je trouve que c'est le symbole le plus parlant. Et un autre symbole, c'est ça. Là, ce que vous voyez, ça s'appelle une vache à hublot. On lui met un hublot parce que c'est plus pratique. Voilà. Ça permet d'aller plus vite. C'est le règne de la quantité, de la vitesse, de la frénésie. Et ça permet d'aller vérifier ce qui se passe dans son ventre pour voir si les bactéries sont bonnes, faire des analyses. Bon, je connais pas plus que ça, mais je trouve ça atroce. Et en ce moment, il y a un gros problème en France autour de l'agriculture. La France est un pays agricole depuis toujours. On a une tradition fermière et d'éleveurs. La France rurale, quoi. Et cette France-là, eh bien, elle se fait en ce moment déchiqueter par le libéralisme, en l'occurrence. Donc je vous ai dit ma position sur le libéralisme, je suis ni pour ni contre, mais là, en l'occurrence, c'est la partie du libéralisme que j'apprécie pas trop. Alors, attention, il y a des nuances à mettre là-dedans. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est-à-dire l'échange des denrées à l'échelle mondiale, en tout cas la mondialisation de la marchandise, je n'y vois pas que du mauvais. C'est-à-dire, si vous avez des mauvaises récoltes à un endroit pendant une année, eh bien, c'est lissé par le fait qu'aujourd'hui, la production alimentaire, elle est mondialisée. Donc, ça n'a pas que des inconvénients. Je suis pas en mode, oulala, les méchants mondialistes qui veulent faire des profits et qui sont prêts à détruire les paysans pour ça. C'est pas ma position. Donc, je précise ça avant. Ceci dit, il y a l'autre partie de l'équation. Il y a la partie des agriculteurs, des éleveurs, qui sont sacrifiés sur l'autel de normes, justement de statistiques, de chiffres, et on va y revenir. Ah oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, sur ma vidéo sur les inégalités et le libéralisme, alors, j'ai reçu une critique intéressante, mais qui démarre mal, parce que c'est sympa de refaire le débat entre libéralisme et socialisme. Ben non, c'est pas le débat, c'est les inégalités et le libéralisme. C'est ça le sujet. Évidemment, j'ai parlé du socialisme. Mais à un moment, il faut aussi ouvrir des études. Bon, puisque j'ai démarré, je finis sur ma lancée. Sur les inégalités, le FMI est assez clair. Au-delà d'un Gini net d'environ 27%, plus d'inégalités égale moins de croissance. Voilà. Je vais pas lire la suite. Je l'ai lu, mais je vais me concentrer sur ce point-là parce que c'est typique de la critique que je veux faire sur, justement, le règne de la quantité et ce que ça cache. Et après, on va revenir sur les agriculteurs et le Mercosur. Donc là, apparemment, ça n'a rien à voir. On parle des inégalités, on n'est pas en train de parler des échanges commerciaux entre France et Canada et je sais pas quoi. Mais c'est le genre d'argument qui est mis en avant. Voilà, on brandit un chiffre, et ça y est, on a un totem. Donc un discours qui en apparence règle le problème. Et attention, Lou 1529, je ne te critique pas personnellement. On fait tout ça, je fais ça aussi, je m'appuie aussi sur des chiffres, mais c'est la réduction aux chiffres qui pose problème. Et comme je disais tout à l'heure, on est dans un monde ultra complexe, donc oui, on est tous tentés de réduire les choses à certains chiffres qui règlent la question. Tout mon propos,
c'était précisément de dire que la question des inégalités ne se réduit pas à un simple chiffre. Donc bon, bah, ça n'a pas marché sur tout le monde. Il y a des variables plus complexes derrière. Donc, mais à un moment, il faut aussi ouvrir des études. Alors, des études, non, là tu parles d'une étude. Des études, j'en ai lu plein, sur les inégalités, sur l'économie, sur l'histoire, sur la politique, machin, sur toutes sortes de sujets. Donc, je sais très bien ce que ça cache cet argument. Il faut ouvrir des études, c'est mon étude qui me plaît bien à moi, et on va pas ouvrir les autres qui me plaisent pas, et on va reprendre un argument sans... Alors, je fais un pari, mais je parie que Lou n'a pas lu l'étude dont il parle. Pourquoi ? Parce que je suis allé la voir, cette fameuse étude. Et tout ça, c'est pas gratuit, hein. C'est pas juste pour faire une petite vengeance sur une critique qu'on m'aurait fait. Voilà l'étude en question. Donc, je suis allé la retrouver, l'étude du FMI. Voilà, IMF, donc FMI Working Paper, qui dit, ici, we identify an equality over rank level in that the slope of relationship between income inequality and economic development switches from positive to negative at net Gini about 27%. C'est ce que dit la personne. Inequality over hang, ça veut dire au-dessus d'un certain niveau d'inégalité, on fait de la décroissance. Il n'y a plus de croissance. Donc, pourquoi je dis que la personne n'a sûrement pas lu l'étude ? Ah oui, je l'avais déjà là, bref. Donc elle est là. Parce que quand on rentre là-dedans, c'est ultra complexe. Comprendre toutes ces équations, voilà, je serais très très surpris que la personne elle ait lu tout ça. Hein. Que Lou, tu aies lu tout ça. Et déjà, moi, quand je vois ça, je me dis, oula, ce genre de courbe un peu trop parfaite, ça me pose des problèmes. Hein. Et on va y revenir là-dessus. Hein. Les statistiques réelles sur des économies réelles, ça n'a jamais cette tête-là. Ça peut avoir cette forme globalement, évidemment, mais s'aligner parfaitement avec une équation comme ça, j'y crois pas une seconde. Voilà. Vous voyez, là, on voit bien une courbe générale, mais c'est jamais aligné pile poil. Là, c'est trop aligné. Donc, bon, ils ont tripatouillé des statistiques, ok, très bien. Mais je remets pas en cause la conclusion, en tout cas pas tout de suite. Donc, ce qui se passe dans ces débats, c'est que voilà, la conclusion, elle est là, et c'est ça qui est repris, et c'est tout le temps comme ça, parce que ça fait plaisir à tel ou tel narratif derrière. Donc après, il faut interroger les narratifs, c'est-à-dire, la personne qui brandit ce chiffre, elle veut défendre quoi ? Et il y a les méta-narratifs, dans quel narratif son narratif sur l'inégalité s'inscrit, et etc., etc. Donc là, que veut dire ce chiffre ? Il nous donne une moyenne. Ça veut pas dire que c'est vrai dans toutes les situations, dans tous les cas, tout le temps, toujours. Et en l'occurrence, il y a plein d'autres études qui ont dit « Ah non, 27%, c'est quand même très bas. Non, nous, on trouve plutôt 35%. » Déjà, première nuance. Bon, je vais pas montrer toutes les études, je vous le fais là vite fait. Hein. C'est pas le sujet de la vidéo, je veux pas y passer 2 heures. Il y a aussi un argument que j'ai avancé dans ma vidéo, c'était « Ça dépend de la tolérance aux inégalités. » Et ça... Ben ça, cette étude, elle ne le montre pas, puisque c'est une moyenne générale. Elle n'étudie pas ça, donc elle ne nous dit pas si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Et en l'occurrence, c'est le cas. Les sociétés qui sont plus tolérantes aux inégalités, eh bien, le seuil où ça s'inverse est beaucoup plus élevé. Donc, c'est vrai, je rejette pas, en fait, cette étude complètement. C'est vrai que ça apporte une nuance dans ce que j'ai dit. Moi, j'ai balancé que plus d'inégalités amenait plus de croissance tout le temps. Bon, voilà, c'est pas vrai. Il y a un seuil au-delà duquel ça s'arrête. Mais ce seuil, c'est pas un seuil magique, 27%, et c'est ça qu'il faut viser en toutes circonstances. Il y a plein de situations où c'est pas le cas. Ça dépend d'où on démarre, où en est le pays dans sa croissance économique, dans son potentiel. Si le pays est pas très développé, le seuil d'inégalité va être où ça s'arrête, va être beaucoup plus élevé. Parce que il y a un potentiel de croissance énorme. Voilà. Dans un pays déjà développé, alors oui, ok. Là, peut-être. Et dans un pays qui supporte mal les inégalités. Donc derrière, on ne peut pas enlever la partie culturelle, psychologique. Bref. Donc c'est exactement ce que je critique, et ce que critique Guénon, c'est le règne de la quantité. Derrière la quantité, il y a toujours des qualités, ou, si vous voulez, des idées, des narratifs. On ne peut pas s'en extraire. Donc après, je vous dis pas que moi j'ai le bon narratif. Je vous en propose un, vous adhérez ou vous adhérez pas. Mais là, en l'occurrence,
J'essaie d'être clair sur mon narratif. Mon narratif, c'est l'accélération. Et pour pas se perdre dans le règne de la quantité, on a deux solutions. Soit, effectivement, on fait un travail épistémologique, donc ce que je viens de faire à l'instant sur ce chiffre, ça, c'était un travail épistémologique. J'y suis pas allé avec mes tripes. Je suis allé, ok, on va réfléchir, on va remettre en question nos connaissances, on va examiner nos propres connaissances. Il y a une autre approche que notre société oublie systématiquement et que je veux absolument remettre sur le devant de la scène, c'est en partie le travail que j'assigne à cette chaîne, c'est de remettre le corps, les tripes, la biologie dans l'équation. Et c'est pour ça d'ailleurs que, toute micro-parenthèse, je dis, ici, j'ai toute une partie sur le corps, parce que pour moi, eh bien, le corps, ça fait partie de la spiritualité. Je vais pas m'étendre dessus, mais voilà. Donc je vais mettre un extrait de ce qui se passe pour vous montrer comment, justement, le règne des chiffres broie le vivant. Comme on a ici, quand on oublie le vivant, quand on oublie le biologique, l'instinctif. Donc là, c'est une jeune agricultrice, dont je vais mettre l'extrait au complet, il dure 1 minute, qui est vraiment touchant, et qui illustre, je trouve, parfaitement mon propos. Ok, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ce matin, mon compagnon m'a montré la vidéo de la ferme des cochons laineux, sur le Mercosur. Et ça nous a vraiment mis une sacrée claque. Une claque de colère, une claque de trahison. Nous sommes des jeunes agriculteurs en bio. On élève nos chèvres, nos vaches laitières, nos poules pondeuses. On respecte tout, les normes, les animaux, la terre. Et pendant ce temps-là, avec le Mercosur, on ouvrirait nos marchés à de la viande produite avec des pesticides interdits ici, sur des terres déforestées, dans des conditions qu'on n'accepterait jamais en Europe. On a clairement l'impression d'être trahis. On nous demande toujours plus de normes, plus de contrôle, plus d'investissement. On nous parle d'écologie, de bien-être animal, de qualité, de traçabilité. On joue le jeu tous les jours. Mais pendant ce temps-là, on fait entrer des produits du bout du monde, produits dans des conditions qu'on n'oserait même pas imaginer ici, avec des pesticides interdits chez nous, déforestation, méga fermes. Et ça passe. Ça rentre sur nos marchés, ça concurrence nos produits, ça écrase nos prix. Et nous, on fait de notre mieux, toujours mieux. On nous demande d'être exemplaires, pendant que d'autres ont le droit d'être moins chers, moins éthiques, moins tout. C'est ça la justice agricole? C'est ça le respect du travail? On fait tout et encore on nous demande d'accepter cette concurrence déloyale? Alors non. Non, franchement, c'est non. Je suis jeune, je suis passionnée, mais je suis fatiguée d'être sacrifiée. Si on veut vraiment protéger l'agriculture, l'environnement et notre alimentation, alors qu'on nous respecte et qu'on arrête de nous trahir. Parce que sans nous, agriculteurs et agricultrices, vos assiettes, elles seront vides. Et ça, tout le monde devrait commencer à le comprendre. Voilà. Je vais remettre notre extrait après, mais là, je fais une petite parenthèse. Sur ce fameux règne de la quantité. Oui, parce qu'on va nous dire, oui, mais on va produire plus de viande, plus de vaches, si on fait un accord avec le Canada, et tout le monde en profite parce qu'on aura de la viande moins chère en Europe, ou je ne sais quoi. Alors, je ne sais pas les arguments qui sont avancés par les uns et les autres en détail. Mais, quand on oublie la qualité, eh bien, on va le payer d'une manière ou d'une autre sur notre santé. Donc, je fais ma petite promo au passage. Je parle de l'alimentation, évidemment, parce que ça fait partie de la santé. C'est pas forcément le seul domaine important, mais ça reste un des domaines très importants. Et en l'occurrence, il y a plein de débats sur est-ce que les tomates sont plus ou moins nutritives qu'avant. Alors, je vais vous dire, je connais les arguments des gens du bio, c'est de dire ouais, mais les tomates avec les engrais, tout ça, c'est que de l'eau, il n'y a plus de nutriments. Bon, c'est plus compliqué que ça. Mais il n'empêche que, oui, il y a un phénomène de la viande qu'on mange, si elle n'est pas de qualité, ça se ressent. Et c'est pas une histoire de... Enfin, on peut pas réduire ça à une quantité de protéines et de nutriments à la fin. Parce que la viande qu'on mange, en fait, la vache, elle a une vie. Pendant toute sa vie, ça a imprégné son corps, qu'on le veuille ou non. Donc la viande qu'on mange, on va manger, si la viande elle a été stressée toute sa vie, on va manger une partie de ce stress, on va l'ingérer en nous. Et ça va pas nous nourrir correctement. Alors, les ésotéristes, ils vont parler d'énergie subtile, machin, tout ça. Je pense que ça traduit quelque chose de réel derrière. Même si je suis pas forcément toujours d'accord avec, ils extrapolent trop loin ces histoires. Donc là, on est bien dans la question de la spiritualité, comment on voit les choses. Pour moi, il y a une partie de vrai derrière. Par exemple,
les cochons. Les cochons, quand ils vont à l'abattoir, enfin les cochons modernes, alors peut-être pas toutes les races, mais les cochons industriels, on va dire. J'avais lu ça, hein, donc j'espère que ça n'a pas changé depuis. J'avais lu ça il y a un moment. Les cochons industriels, donc on les élève pour qu'ils produisent plus de viande, mais du coup ils deviennent cardiaques. Et quand ils arrivent à l'abattoir, ils savent qu'ils vont mourir, ils stressent et ils meurent avant qu'on les tue. C'est con. Ils meurent avant qu'on les tue. Donc, derrière, on est obligé de leur foutre des antidépresseurs, de leur mettre des antibiotiques, etc., etc. Et tout ça, ça se retrouve dans notre viande qu'on mange derrière. Donc le traitement des animaux toute leur vie et la manière dont on les abat, pour moi, c'est très important. Non seulement, je pense qu'il vaut mieux manger moins de viande et quitte à la payer plus cher, mais manger de la viande de meilleure qualité, pour toutes ces raisons-là, et pour donner les moyens à ces éleveurs de faire de la qualité derrière. Mais en plus, comme je disais, on s'y retrouve pas de l'autre côté, parce que ça nous provoque des problèmes de santé qui sont très difficiles à gérer. Et je mets cet extrait pour vous montrer la réalité du monde agricole. Ils sont en train de se faire laminer par les décisions politiques, par les décisions bureaucratiques, par le règne de la quantité. Et là, c'est un agriculteur. Je mettrai le lien pour ceux qui veulent aller voir la vidéo en entier. Alors, c'est le monde agricole, hein, donc il parle de plein de choses que moi je connais pas forcément très bien. Mais là, il parle de sa rencontre avec Macron. Et surtout, derrière, il y a beaucoup de colère qui s'accumule. Et souvent, nous, quand on entend parler des agriculteurs, c'est souvent des actions, des coups d'éclat, ils ont mis du fumier devant la préfecture, ou je ne sais quoi. On n'est pas au courant de ce qu'ils vivent derrière. Et je trouve que on se coupe de nos racines, donc c'est là où je rejoins Guénon, donc pas sur la question de tradition, mais sur les racines. On se coupe de nos racines, parce qu'on se coupe de nos instincts, on fout en l'air. En mangeant ce genre de viande, on fout en l'air notre propre microbiome qui agit sur notre état mental, hein. C'est-à-dire que les microbes qui nous aident à digérer dans nos intestins, c'est pas juste une fonction mécanique qui est remplie de digestion. Ils décomposent les aliments, ils prennent leur part au passage, mais ensuite ils produisent des composés, des hormones, etc., qui influencent notre pensée, notre état d'esprit, et même notre caractère. On le sait parce qu'aujourd'hui, si on change notre microbiome, on sait que les personnes peuvent changer de personnalité, par exemple. Et c'est valable aussi pour la bouche. Donc, quand on mange tout ça, quand on oublie le côté qualité, c'est tout ça qu'on impacte. J'insiste là-dessus sur l'instinct, les tripes, la biologie. Ce ne sont pas des mots sales. Ça fait partie de nous. Et cette agriculture, quelque part, elle prend soin des animaux, elle prend soin indirectement, quand on mange ça, de notre propre microbiome. Parce qu'on fait partie de ce tout, de ce biotope. Donc je donne la parole à cet agriculteur, comment lui, il voit les choses de son côté. Je ne mets pas les extraits où il explique les détails de leur bataille et tout, et les syndicats et tout. Je montre sa rencontre avec Macron. Ces 10 dernières années, je me suis toujours demandé comment on pouvait être idiot au point de voter Macron. Et bien j'ai compris comment les gens se sont fait avoir hier, parce que je peux vous assurer que je suis pas impressionnable facilement, mais il m'a impressionné. Il m'a impressionné parce que quand on vous dit qu'il a un charisme hors du commun et qu'il est extrêmement intelligent, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de flatter, je pense que je l'aime pas plus qu'aucun d'entre vous, mais c'est quelqu'un qui est impressionnant, et c'est ce qui a fait que d'ailleurs, dans l'assemblée que nous étions autour de lui, je peux fièrement vous dire que le seul qui a osé lui rentrer dedans, et je dis bien le seul, c'est moi. Sincèrement, moi j'ai eu l'impression de rencontrer le diable. Je n'ai pas de mots pour vous décrire ce que ça m'a fait. J'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui était limite pas humain, mais c'est quelqu'un qui a un pouvoir de persuasion tellement fort. L'expression vendre du sable à des bédouins, lui il le fait les yeux fermés. Vraiment, sur ça, extrêmement impressionnant. Donc nos échanges avec M. Macron, ça a été quoi? Le Mercosur, contrairement à ce que peuvent dire les pitres de la FNSEA, le Mercosur sera signé. Le Mercosur, Macron est pour. Macron nous a dit qu'il était pour, que le mondialisme et que le libre-échange, c'était une chance, que les accords qu'il y avait eu avec le Canada ne faisaient qu'apporter du positif à la France. Ce qui m'a bien fait rire d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est légumineuse bio dans ce pays, c'est-à-dire toutes les protéines végétales bio produites en France, sont à l'asphyxie. Les producteurs sont au bord de la mort. Pourquoi? Parce que la grande distribution ne vous vend plus que des protéines végétales bio qui arrivent du Canada. Voilà pourquoi le CETA, c'est une chance. Donc Macron est pour le Mercosur, mais il veut obtenir plus de clauses miroirs qui seront jamais applicables
et il veut obtenir plus de garanties sur les contrôles. Il les obtiendra jamais, et même avec ça, en fait, les paysans de ce pays n'en veulent pas du Mercosur. Il nous a dit que le Mercosur était la chance qui allait sauver la viticulture française parce qu'on allait pouvoir exporter du vin là-bas. Mais c'est une immense blague parce que les paysans français qui font du vin, croyez-moi que les marchés, ils les cherchent partout depuis bien longtemps. Et le problème de l'Amérique du Sud, c'est que déjà un certain nombre de pays font du vin, mais surtout que ce n'est pas culturel chez eux. Donc en fait, c'est un tout petit marché. Donc peut-être que certains, et je leur souhaite, arriveront à vendre du vin, mais c'est pas ça la solution pour la viticulture. D'ailleurs, Voilà, donc vous voyez, là c'est le terrain qui nous dit derrière les discours politiques, les statistiques et tout, voilà ce qui se passe. La réalité du terrain, que les statistiques ne prennent pas en compte, que le règne de la quantité ne voit pas. Exactement comme tout à l'heure, ce fameux chiffre de 27%, ça cache toute une réalité derrière de terrain, que celle-là, on ne l'appréhende qu'avec nos tripes. Je pense que effectivement Macron est très intelligent et il représente bien en fait ce règne de la quantité. C'est le technocrate ultime. C'est la créature des lobbies. Il voit tout à travers des chiffres. Donc, je suis pas tellement étonné de la réaction de cet agriculteur, en un sens. Et donc, je vous le dis, dans la suite de la vidéo, il explique que, voilà, ils sont pas écoutés, donc il y aura des conséquences. Donc, si vous en entendez parler bientôt, vous saurez ce qui se passe. Donc voilà une illustration du règne de la quantité selon moi. Ça, c'est le point sur lequel je rejoins Guénon. Ensuite, donc dans les prochaines vidéos, on va parler de sa fameuse tradition primordiale et on fera un peu d'histoire des sciences parce que vous allez comprendre où je veux en venir, mais j'adhère pas du tout à sa thèse. Et donc vous voyez déjà ici, il y a des divergences notables. Moi, je fais remonter la crise, en fait, toujours. Il y a rien de nouveau dans ce qui se passe actuellement. Mais on est, effectivement, l'accélération, la complexification crée un malaise. Et c'est plus qu'un malaise, c'est qu'on atteint nos limites cognitives face à ce monde. Donc est-ce que la tradition de Guénon est une réponse? On verra ça plus tard. Mais c'est une question qui est tout à fait légitime. Et c'est une partie, selon moi, de la réponse à la crise de la modernité. Donc s'il y a des sujets que ça vous intéresse que je les traite, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Sinon, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez devenir membre. Ou aller sur la boutique et acheter des e-books, ce qui vous intéresse. Voire me dire s'il y a des produits qui vous intéressent aussi. Et puis, à bientôt pour la suite, puisque je vais continuer la série sur les inégalités et sur Guénon pour l'instant. Et puis traiter peut-être d'autres sujets d'actualité au passage.